Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, la nouvelle émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme ? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur ? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, salut Mao. Salut Pauline. Voilà, on se présente, nous sommes le duo de présentatrices d'On se lève et on se casse, la nouvelle émission féministe de Radio Campus Paris. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on prend donc la suite de cette belle émission féministe qui a énormément apporté à Radio Campus Paris pendant 6 ans, Thelma et Louise. Pourquoi l'appeler On se lève et on se casse ? Est-ce que c'est pas un peu bizarre pour un podcast, pour une émission radio, de lui donner pour titre une injonction à se lever et à partir de l'endroit où vous nous écoutez ? On se lève et on se casse, pourquoi ? Parce qu'on est enragé, et on a toutes les raisons de l'être aujourd'hui. Bah oui, on est en 2022 et l'avortement se voit menacé outre-Atlantique. À la télé, on voit des présentateurs, des hommes politiques, des acteurs visés par des accusations de violences sexuelles. Souvent, ça se fait par vagues et on se rend soudainement compte qu'un présentateur star a violé des femmes dans son bureau pendant des années. On voit un jeune homme politique annoncer qu'il a donné une baffe à sa compagne et on voit une partie de la classe politique l'applaudir de son honnêteté, sans jamais parler du fait qu'il devrait peut-être quitter ses fonctions. On a aussi un ministre de l'Intérieur multi-accusé de viol, toujours en fonction, même après réélection, et un ministre de la Justice qui traite les féministes d'hystériques, donc. Et tellement d'autres choses qui nous font dire la honte. Alors pourquoi la taire, cette colère ? Pourquoi continuer à taire notre colère ? Notre indignation continue depuis plus de 5 ans. La colère nous est vendue comme quelque chose de négatif, un truc à ne surtout pas montrer quand on est une femme. C'est pas très beau, une femme en colère. Et comme la caractéristique qui font dire à certains que les féministes sont hystériques. Mais la colère n'est pourtant rien de plus qu'une information sur notre société et sur son bon fonctionnement. Et quand on voit autant de femmes en colère, peut-on sérieusement s'opposer et dire que la société fonctionne bien ? Quand on voit le nombre de plaintes pour viol classées sans suite, les reculs dans les droits fondamentaux des femmes à disposer de leur corps, le backlash post-MeToo qui prouve une avancée, certes, mais à quel prix pour notre santé mentale ? Combien de temps encore va-t-on se voiler la face ? Que faire alors ? Se lever et se casser de cette pièce, où l'atmosphère est maussade, et refuser l'établi. Utiliser cette colère pour réfléchir, mettre en lumière tous les domaines qui pourraient être pensés plus en profondeur en utilisant le féminisme. Tous ces domaines où les féminismes pourraient apporter tellement de bon et de douceur dans nos quotidiens. Et pour inaugurer cette première émission d'On se lève et on se casse, quoi de mieux que de parler des anti-héroïnes, ces figures qui ne sont peut-être pas très jolies, pas très lisses, mais ô combien rassurantes et réconfortantes, des figures encore trop ignorées dans les films, les séries et en général dans la pop culture. Parce que de nos jours, les héroïnes, ces figures tant aimées et fantasmées, sont encore trop enfermées dans des carcans de la féminité. Tu sais, ces fameuses attentes qui saupoudrent nos existences quand on grandit en étant une femme et quand on est adulte aussi. Tu dois être cool et sexy mais ne pas avoir l'air de trop te préoccuper de ton apparence. Être intelligente, mais attention, ne sois pas plus intelligente qu'un homme, tu prendrais trop de place. Être fun et en même temps douce et empathique et sage mais surtout pas coincée. Bref, tu l'auras compris, ces attentes qui nous écrasent au quotidien et qui rendent les héroïnes de notre pop culture parfois un peu fades ou assez peu représentatives de ce que nous, les femmes dans la vraie vie, celles qui font du 42, on est vraiment. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous attarder sur les figures de ces anti-héroïnes, celles qui crient, qui sont soi-disant moches, les femmes qui ne veulent pas d'enfants et les mauvaises mères, les obsédées par leur boulot, les colériques et les narcissiques, les folles et les frivoles, les plus intéressantes en gros. On se lève et on se casse, l'émission des casseuses d'ambiance sur Radio Campus Paris. Et pour en parler, nous accueillons Marie Telling et Anaïs Bordage, journaliste et autrice de l'ouvrage Petit éloge des anti-héroïnes de série, publié le 6 octobre dernier aux éditions Les Pérégrines. Bienvenue à toutes les deux, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Alors on vous prévient juste par avance, on va parler de série pendant à peu près une demi-heure, donc il ne faut pas être allergique aux spoilers.
Vous racontez donc en introduction de votre ouvrage que vous avez commencé par vouloir le consacrer aux héroïnes des séries, avant de vous rendre compte que en fait, vous passiez beaucoup plus de temps à parler des autres. Pas de Buffy, mais Cordelia, pas de Beth ou Shane, mais Jenny, les anti-héroïnes donc. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir ce que signifie pour vous être une anti-héroïne dans un film ou une série ? Je pense qu'on les a d'abord définis un petit peu en miroir des anti-héros qui sont très très présents dans la pop culture, Don Draper, Walter White, Tony Soprano, qui sont des hommes qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer et d'admirer alors qu'ils vont commettre des actes souvent moralement répréhensibles. Et donc quand on pense aux anti-héroïnes, on pense aussi à des personnages féminins que nous on adore, alors qu'elles sont très imparfaites et que parfois elles commettent aussi des actes qui sont moralement répréhensibles, mais aussi juste parfois parce qu'elles vont sortir du carcan de la féminité dont vous parlez et qu'elles font des choses que nous on nous a toujours dit qu'il fallait pas faire et ça fait énormément de bien de voir ça à l'écran. Enfin, je pense que c'est comme ça que je les définirais moi. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est marrant aussi quand on a sélectionné les anti-héroïnes, c'est qu'il y en a qui ont été écrites comme des anti-héroïnes, c'est-à-dire elles ont été écrites par les créateurs ou les créatrices de séries pour être des personnages de femmes complexes qui déconstruisent des clichés. Et il y en a d'autres qui ont été écrites un peu comme des clichés parfois, mais qu'on aime aussi regarder à l'écran et qui nous libèrent d'une certaine manière en incarnant ce cliché aussi. Vous pensez auquel, par exemple ? Je pense par exemple Rachel dans Friends, je pense pas qu'elle a été écrite en se disant on va se réapproprier le symbole de la femme superficielle. On en parle dans le livre, c'est le cliché de la Jewish American Princess, donc la princesse juive américaine. Je pense que en fait les scénaristes très clairement sont tombés dans le cliché en écrivant le personnage, mais en même temps au fil des saisons, c'est aussi la beauté d'une série, c'est-à-dire que ça évolue au fil de nombreuses saisons. Comme c'était un personnage très faillible au début et qui était en même temps très aimé, ils ont développé son personnage au fur et à mesure du temps et c'est celle qui a le plus progressé et c'est celle qu'on aime, enfin moi personnellement c'est celle que j'aime le plus dans la série, mais aussi pour ses défauts en fait, et parce qu'à la fin elle évolue beaucoup mais elle incarne toujours cette superficialité. Et je pense pas que c'était nécessairement voulu d'en faire une héroïne, une anti-héroïne superficielle. Je pense que c'était un ressort comique, mais en même temps, pour moi, ça fonctionne et je me suis identifiée à elle. Oui, on a aussi Kimberly de Melrose Place, qui est un énorme cliché sexiste sur pattes, qui devient une espèce de menace pour tous les hommes dans la série et qui veut tuer son ex parce que il lui a fait du mal et qui marque des trucs au rouge à lèvres sur son miroir, etc. Donc c'est vraiment le cliché de la femme psychopathe, hystérique. Mais en même temps, comme on voulait parler de la rage féminine qu'on voit trop peu à l'écran, en fait, même si ce personnage-là est rempli de clichés, il représente quand même quelque chose pour nous. C'est-à-dire que quand on était enfant, on a vu ce personnage à la télé et on s'est dit « Waouh, elle est vraiment énervée, celle-là ». Et ça nous a marqué parce que c'était encore très rare. Et elle a ensuite permis, sans doute, l'existence d'autres personnages qui, eux, étaient beaucoup mieux développés et qui n'étaient pas des stéréotypes complet. Oui, justement, et puisqu'on aussi on parlait de colère au début de l'émission, il y a le personnage d'Annalise Keating dans Murder, qui est une avocate implacable, menteuse, manipulatrice. Elle tourne le droit toujours à son avantage et elle n'hésite jamais à écraser ses adversaires, voire à traiter ses étudiants de femmelettes. Elle est plutôt considérée par son entourage comme inhumaine et pourtant Shonda Rhimes, donc la créatrice de la série, arrive à nous la rendre sympathique. On éprouve de l'empathie pour elle et en fait ce que vous montrez dans ce livre aussi, c'est que c'est la complexité, c'est ce qui peut arriver de mieux à un personnage. Oui, bien sûr. Je pense que ce qui est intéressant avec Annalise, c'est que tout le monde lui dit que c'est une psychopathe dans la série et moi, quand j'ai regardé cette série, je comprenais pas pourquoi tout le monde lui disait ça puisque c'est la seule à tuer personne alors que tout le monde tue des gens dans cette série. Mais juste parce qu'elle n'est pas très souriante, qu'elle est très revêche et qu'effectivement elle manipule tout le temps son petit monde,
elle est considérée comme pire que, par exemple, ses élèves masculins qui, eux, commettent de véritables crimes. Donc oui, c'est intéressant de voir que, en fait, on n'autorise pas les mêmes choses aux personnages féminins qu'aux personnages masculins. Et d'ailleurs, on parle de Skyler White aussi, qui est la femme de Walter White et que tout le monde déteste, alors que Walter White est considéré par plein de gens comme un héros dans Breaking Bad. Donc oui, en fait... la complexité, elle est importante parce qu'il suffit qu'elle fasse le moindre petit geste un petit peu déplacé ou qu'elle commette le moindre acte qui ne soit pas lisse, doux, respectueux, pour que tout de suite, on les voit comme des monstres, alors que les personnages masculins, ils ont droit à beaucoup plus d'empathie. Alors juste pour commencer par un petit point vocabulaire, vous structurez le livre par clichés, entre guillemets, les repoussoirs, les coincés, les pestes, les carriéristes. Donc on parle de trope à la télévision. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, un trope ? Un trope, c'est un cliché qui est très utilisé pour bâtir un personnage, en fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver le trope de la peste. En règle générale, c'est Nelly Olsen quand on se l'imagine. C'est-à-dire, c'est en règle générale, une fille très féminine qui est jolie, mais qui a en même temps un visage un peu méchant, qui est riche souvent et qui va rabaisser avec des remarques très... peste et très méchante, l'héroïne beaucoup plus sympathique ou le héros beaucoup plus sympathique qui est en face, qui lui ou elle souvent est d'une classe sociale moins aisée ou des choses comme ça. Et donc cette peste, si on nous dit peste, on imagine tout de suite ce personnage, on sait à quoi elle correspond. C'est ça un trope, c'est-à-dire que c'est un cliché, un stéréotype. Après, c'est aussi des ficelles narratives. Oui. Par exemple, le Will They, Won't They. Oui, c'est un trope. Voilà, c'est un trope. Ou le meet cute. Bon, c'est beaucoup d'expressions en anglais et beaucoup d'expressions qui correspondent aussi à la rom-com ou au genre romantique parce que c'est là qu'il y a beaucoup de ficelles qui se mettent en place et une formule en fait qui est un peu imposée, mais comme dans le genre de l'horreur, etc. C'est des formules qu'on retrouve et qui ont été tellement appliquées qu'on voit tout de suite de quoi on parle, comme le disait Marie avec la peste ou avec le Will They, Won't They, donc la tension sexuelle qui monte pendant des épisodes entiers entre deux personnages. Bon, maintenant c'est devenu un procédé tellement utilisé dans plein de séries que il suffit de prononcer cette expression et tout le monde voit de quoi on parle, quoi. Et aussi dans votre ouvrage, vous parlez de maternité dès le premier chapitre. C'est les mauvaises mères, les mères indignes, mais aussi de manière transversale à d'autres moments, en montrant que, par exemple, la maternité, c'est quelque chose de central, notamment pour celles qui refusent d'avoir des enfants, comme Christina Yang dans Grey's Anatomy. En quoi la maternité, pour vous, c'est un critère déterminant qui peut aider à la confection des anti-héroïnes ? Je pense qu'en fait... l'esprit maternel, c'est quand même ce qu'il y a de plus féminin dans l'imaginaire collectif. Et surtout, en fait, c'est ce dont on parle dans le chapitre des mères indignes. Une femme qui n'est pas maternelle, qui n'aime pas ses enfants ou qui ne représente pas l'idéal maternel, disons, c'est ce qui est le plus contre nature. C'est-à-dire que c'est la pire chose qu'on puisse être en tant que femme, c'est de ne pas aimer et de ne pas être une bonne mère. C'est la plus grande pression qu'on a sur les épaules. Et c'est aussi une pression même d'avoir un enfant ou pas. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants vont être considérées comme la société comme... n'étant pas accomplie, étant déficiente. On n'a qu'à le voir on parlait de Rachel tout à l'heure, Jennifer Aniston, ça fait la pauvre 30 ans maintenant on a arrêté d'analyser son ventre parce qu'ils ont compris que c'était plus d'actualité. Mais pendant 30 ans, elle s'est pris des couvertures et des couvertures de magazine People pour se demander si elle était enceinte. Et on l'a blâmée pour son divorce avec Brad Pitt en disant que c'était parce que elle ne voulait pas d'enfants, parce que c'est considéré comme une énorme défaillance. Et donc c'est toujours un outil scénaristique pour aussi bâtir un personnage, soit dans sa relation avec ses enfants et dans la façon dont elle aborde sa maternité, soit aussi, si elle n'a pas d'enfants, dans sa relation avec les autres et avec le reste du monde. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, en fait, quand on n'est pas mère, on doit aussi toujours se justifier et ça montre bien que c'est contre nature, comme tu disais Marie, puisque
On est tout le temps en train de dire mais pourquoi ? Mais je comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas d'enfants ? Si tu n'en veux pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc effectivement, c'est très important de voir des personnages qui assument ça parce que c'est très compliqué à assumer aussi dans la vraie vie pour toutes les femmes qui n'en veulent pas. Et même le fait d'être maternante, en fait, sans être forcément une mère, c'est aussi quelque chose qu'on va attendre des femmes et des personnages féminins. Et donc, quand on parle des revêches, par exemple, c'est vrai que leur maternité entre pas forcément en jeu, mais par contre, c'est aussi des femmes qui ne sont pas douces, qui ne se préoccupent pas du bien-être et de la santé des autres et des hommes autour d'elles. Et ça, c'est aussi hyper fort pour nous. Finalement, c'est un peu l'illustration que tu sois mère ou pas, t'es jamais gagnante, quoi. Tu peux être une mauvaise mère, tu peux être pas du tout une mère, ça marchera pas. Oui, complètement. Et justement, il y a une mère dont tu voulais parler, Pauline, c'est Loïs, une mère pour le coup iconique de la télévision. Ouais, c'est ma mère préférée, je crois. Oui, vous parlez de Loïs, qui est quand même le personnage le plus iconique des années 90-2000. C'est un personnage... de mère... Je me trompe dans les dates ? Non, mais le personnage le plus iconique, c'est un big statement. Mais oui. Bah oui, c'est vrai que pour nous, pour notre génération, c'était M6, quoi. Donc on a quand même beaucoup regardé. Donc c'est un personnage de mère peu orthodoxe, qui fait de son mieux, vu le chaos que ses fils font régner chez elle. Ses fils et son mari, puisqu'elle a quand même pas mal de charge mentale, cette Loïs. Et l'écriture de son personnage semble parfois friser l'hystérisation, la moquerie, tant les méthodes d'éducation et le fait qu'elle crie tout le temps sont des caractéristiques mises en avant en non-stop. Qu'est-ce que ça apporte, cette manière pour vous de dépeindre des personnages de femmes de manière caricaturale comme ça ? Bon, après, dans le cas de Malcolm, c'est une sitcom. Donc, ce que ça apporte, c'est que c'est drôle. C'est très marrant de voir Loïs péter des plombs. C'est l'outil comique et l'outil de tension. C'est la méchante de la série, même si c'est pas vraiment la méchante. Mais évidemment, en fait, on est du point de vue des enfants et dans leur point de vue à eux, ils sont toujours en train d'essayer d'éviter la punition de leur mère et de faire le plus de conneries possible sans être punis. Et évidemment, c'est leur mère qui va les punir parce que leur père est un excentrique, un doux excentrique qui n'en fout pas une. Mais en fait, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a un côté... c'est fun, en fait, de voir une mère qui est en train d'hurler. On a eu des retours sur Facebook de gens qui nous ont dit qu'il fallait pas qu'on encourage la violence sur les enfants. On n'encourage pas la violence. Faut pas crier, c'est bien la bienveillance, tout ça. Mais dans un cadre fictif, évidemment, qu'il y a quelque chose de très... jouissif et subversif à voir une femme se comporter comme ça et hurler. Et au final, Loïs, même si elle est présentée de façon un peu hystérisante dans la façon dont elle est écrite, c'est aussi la plus intelligente de la famille. Clairement, il y a énormément d'affection quand même dans l'écriture. Le créateur de la série s'est inspiré de sa propre mère, donc il a des choses, il faut qu'il travaille certaines choses avec son psy, je pense, mais en même temps, très clairement, il y a une grande affection et il y a aussi des moments où la série aborde des questions qui sont assez compliquées et lourdes, comme par exemple le fait qu'après avoir eu un 5e enfant, la pauvre, elle est plus ou moins contente, mais elle aime pas son enfant en fait. Elle vient de la voir, elle est déprimée et elle a vraiment aucun attachement pour son bébé et elle a l'impression d'être une mère horrible. Elle le dit à son mari et qui lui dit mais tu te souviens pas, à chaque fois que t'as eu un enfant, c'est pareil en fait, tu peux pas le supporter et après c'est parce que t'es fatiguée, c'est parce que qu'une série montre ça dans les années 90, en plus une sitcom grand public, c'est quand même assez révolutionnaire quoi. Et pour moi Malcolm de toute façon est révolutionnaire sur plein de niveaux, c'est-à-dire que ça montre aussi au niveau des classes sociales, c'est une des rares familles qui montre une famille de working class américaine avec des problèmes financiers, des choses comme ça. Mais le personnage de Loïs est vraiment, je trouve, révolutionnaire dans ce qu'elle représente aussi sur la charge mentale ou des choses comme ça. Enfin, moi, je l'aime énormément, mais oui. Et il y a une autre mère, c'est Livia dans Les Sopranos. et vous dites notamment, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant au sujet des anti-héroïnes, que les scénaristes, c'est le personnage que les scénaristes ont préféré écrire. Pour reparler de Shonda Rhimes, elle parle aussi de Christina Yang dans Grey's Anatomy en disant que c'est un personnage qui l'a fortifié, dont l'écriture l'a fortifié. L'actrice de Jenny dans L Word dit qu'elle a aussi aimé jouer parce que ça lui permettait de canaliser une certaine rage, etc. Donc ces anti-héroïnes, on aime les écrire, on aime les créer, les incarner et ensuite on aime les voir à l'écran. Pourquoi ?
Je pense que déjà du point de vue des actrices ou des scénaristes ou des showrunners, en fait, il y a une sous-représentation évidente et un manque de complexité dans la représentation des femmes dans la pop culture. Donc quand on a l'occasion d'interpréter un personnage comme ça, de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant, ou enfin d'écrire quelqu'un qui nous ressemble, alors que nous-mêmes, on ne s'était peut-être pas senti représentés, je pense que ça doit offrir une libération énorme. Et nous, c'est ce qu'on ressent aussi quand on découvre ces personnages-là. La question de la représentation, en fait, elle est hyper cruciale dans ce livre parce que on ne dit pas qu'il faut se sentir représenté par tous les personnages qu'on voit à l'écran, mais évidemment que ça joue sur notre propre construction et sur la construction des clichés qui existent dans la vraie vie et qui peuvent être vraiment nocifs dans la vraie vie. Et donc, en fait, voir qu'il y a des personnages féminins qui peuvent être plein de choses différentes, qui peuvent avoir plein de défauts, que oui, parfois il y a des mères qui crient comme Loïs, ou qu'il y a des femmes qui sont enragées, qui font pas tout bien, je pense que ça permet de mettre la barre peut-être un peu moins haut dans la vraie vie, alors qu'on est tout le temps tenu à des standards impossibles. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait du bien. Oui, et puis c'est vrai qu'on a été un peu... Quand on pense à la façon dont on se construit quand on est jeune, moi, je me suis mise dans la peau de Frodo Baggins, Frodo Sake dans Le Seigneur des Anneaux. Je me suis mise dans la peau de Tony Soprano. Je me suis mise dans la peau de tous les parrains et de plein d'hommes au fur et à mesure des années. Et en fait, quand on parle de ces anti-héroïnes, c'est pas forcément... c'est important pour les femmes de se reconnaître, mais c'est aussi, je pense, important pour les hommes et pour tout le monde d'avoir des exemples de femmes qui sont complexes et d'avoir... on nous a dit, est-ce que c'est pas une suridentification avec des personnages fictifs ? Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi dans la fiction, c'est-à-dire que c'est un processus d'identification, évidemment, mais c'est surtout un processus d'empathie, en fait. Et pouvoir se mettre à la place d'un personnage et prendre sa perspective pendant ne serait-ce que quelques heures, c'est extrêmement enrichissant et c'est très beau. Et on voit des dizaines de séries Netflix qui nous demandent de nous mettre dans la peau d'un serial killer. Pour moi, être dans la peau d'une femme compliquée, un peu violente ou des choses comme ça, c'est tellement riche et ça permet de déconstruire énormément de choses et ça apporte beaucoup. On va faire une petite pause pour retrouver notre chroniqueuse Flo pour sa toute première chronique. Flo qui va nous parler musique, plus particulièrement hard rock, et quelle est la place des femmes dans ce milieu et dans ce genre réputé comme très masculin. Salut Pauline, salut Mao, moi c'est Flo, femme cis blanche, peut-être pas 100% hétéra, beaucoup de je sais pas autour du sujet. Je suis née dans les années 90 et j'ai grandi en écoutant surtout Laurie, Jennifer, Diams, Madonna, Eminem, Suzy Sheffield, Green Day ou encore Avril Lavigne. Et depuis quelque temps, je réfléchis à la construction de ma culture musicale, surtout autour de questions de légitimité. J'essaye par exemple de me souvenir comment je suis entrée en contact avec ces artistes. En fait, je pense qu'il y a deux manières de découvrir de la musique. Soit une personne ou un groupe te présente de nouveaux sons, soit tu fais tes propres recherches toute seule. Et en fait, je pense qu'au final, pour moi, comme pour beaucoup, ça a été un peu des deux. Mais pendant longtemps, j'ai eu tendance à me sentir illégitime dans la musique ou dans les genres musicaux que j'avais pas trouvés en creusant moi-même. Au lycée, je me suis trouvé une niche à explorer dans les musiques d'Amérique latine. J'avais commencé à me passionner par cette région et du coup, pour tout ce qui gravitait autour. Alors ouais, c'est hyper vaste. Mais en gros, j'écoutais Rodrigo Gabriela, Los Bunkers ou encore Calle 13 et bien d'autres. Et puis, j'ai découvert la cumbia électro. Ensuite, en vivant au Brésil des années plus tard, la bossa nova, la musique populaire brésilienne et le funk. Ouais, ce rythme dément qui fait bouger les culs comme jamais, qui sent la sueur, le sexe, la violence. Bon, vous pouvez être sûr que je prendrai le temps d'en parler dans une prochaine chronique. Pour finir avec mon cheminement musical, il y a eu mon double qui se veut un peu maléfique et qui s'est intéressé il y a environ 5 ans à la musique qui donne envie aux gens de crier, de faire la bagarre et de mettre le feu aux voitures de police. Oups. Tout ce qu'on dit à une fille de surtout pas faire. Ça, c'était le punk hardcore. J'avoue, j'ai plongé dans ce truc inconnu et un peu effrayant parce que je commençais à être sérieusement amoureuse d'un mec qui gueulait des trucs incompréhensibles à son micro. Le tout en sautant et en se tortillant dans tous les sens. C'était vraiment fou. En vrai, je comprenais que dalle à ce qui se passait, mais je trouvais ça incroyable. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ça paraît un peu superficiel comme ça et ça fait vachement potiche et bailli. Mais ça s'est passé comme ça. Bref, avec le temps, je commence à fréquenter un petit peu plus le milieu et à bien kiffer ce que je vois et ce que j'entends. Et pourtant, il y a toujours un sentiment de légitimité.
Comme si c'était pas ma culture, parce que j'ai pas grandi dedans, j'avais pas les codes, j'ai pas les refs. Et puis je suis pas une fille comme ça, moi je parle doucement, je suis gentille, je souris. Et puis il y a les paroles d'une musique qui ont commencé à trotter dans ma tête. Une fille qui te chante en portugais que le punk rock, c'est pas juste pour ton copain. Alors le son qu'on vient d'entendre, c'est devenu une espèce d'hymne du punk rock féministe au Brésil. Le morceau, il est à l'ouverture de l'album qui s'appelle « Te croire incapable a été la principale erreur que tu as commise ». Bon, malheureusement, ça a été leur seul album, parce que la batteuse et leaduse du groupe s'est noyée quelques temps avant sa sortie, en février 2001. Bulimia, donc Bulimia en français, le groupe, il s'est directement inspiré des Riot Girls. Les Riot Girls, en gros, c'est des femmes aux États-Unis qui avaient décidé de s'organiser pour occuper la scène punk rock hardcore. Elles avaient des propos féministes jugés hyper radicaux à l'époque. Dans leur album, Bulimia parle d'empouvoirment, de lutte contre l'oppression machiste, de révolution anti-système, de pédocriminalité, d'humanisme dans le rock, tout ça et encore plus en seulement 28 secondes, n'importe quoi, en 23 minutes et 18 secondes. Bref, vous avez compris pourquoi dans la toute première chronique de ma vie, avec une voix un peu tremblotante, je vous parle de mon rapport à la musique et à ce morceau en particulier. En fait, je vais vous montrer des personnes qui m'incitent à sortir ma voix et à taper sur ma batterie. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Et finalement, j'espère qu'on en ressortira toutes un peu plus confiantes de participer à un truc qui nous fait vraiment vibrer. Merci beaucoup Flo pour cette chronique et on a hâte de remuer les oreilles, de pogoter et de sauter partout avec toi. On est toujours en studio avec Marie Telling et Anaïs Bordage, autrice de l'ouvrage Petit éloge des anti-héroïnes de série. Dans ce livre, donc, vous parlez aussi évidemment d'une des figures centrales des anti-héroïnes, celle que les hommes adorent détester, encore plus que les castratrices, les traînées. Et vous le dites en introduction du chapitre, sur les traînées, ces personnages-là connaissent pour la plupart des fins tragiques, meurent de maladie ou d'accidents. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit les traînées qui meurent d'accidents et qui meurent tout le temps? C'est vrai qu'en fait, on ne l'avait pas forcément réalisé jusqu'à ce qu'on mette tous ces personnages les uns à côté des autres et qu'on réalise que le taux de décès, effectivement, ou de maladie était très important. Ça reste aussi un des pires travers pour les femmes, en fait, c'est d'avoir une sexualité libre, libérée, voire vorace. Il faut qu'elle soit punie d'une manière ou d'une autre. Et on le voit aussi dans d'autres personnages du livre, c'est-à-dire que beaucoup de personnages féminins qui ont un défaut, un travers, doivent être punis narrativement. Mais c'est vrai que dans ce chapitre, il y en a beaucoup qui vont tomber malades, qui vont subir une tragédie liée à leur sexualité. Ou par exemple, Samantha Jones dans Sex and the City, qui est une comédie, donc il lui arrive rien de trop tragique, mais c'est quand même celle qui a un cancer pendant une bonne partie de la série. Et c'est la seule à avoir peur d'avoir contracté le VIH, alors qu'elles ont toutes une activité sexuelle assez débridée dans la série. Mais c'est elle qui va avoir cette plotline-là, cette intrigue-là. Donc oui, ça montre qu'en fait, les traînées, les femmes qui sont très libres sexuellement, doivent payer d'une manière ou d'une autre leur sexualité libre. Oui, même quand elles sont très divertissantes dans la série et écrites comme très divertissantes, il faut quand même qu'elles payent à un moment. C'est d'autant plus frappant que dans les exemples que vous citez, c'est la seule qui n'est pas punie par la mort. C'est Fleabag, qui est le seul personnage qui est écrit par une femme. Donc on voit qu'il y a vraiment un tropisme, quelque chose de très masculin dans la vision d'un personnage à la sexualité libérée qui l'assume. Oui, complètement. Après, les autres meurent pas forcément. Il y en a qui tombent malades. Mais non, oui, je parle des exemples que vous citez. Oui. Mais oui, Fleabag. Mais aussi, Fleabag, c'est une réflexion sur la façon dont l'héroïne utilise le sexe, justement. Pour prendre sa distance avec... Donc, en même temps, on peut le critiquer aussi. Enfin, moi, je suis une énorme fan de Fleabag. Mais on pourrait dire aussi que, forcément, elle a une sexualité débridée dedans, mais c'est pour masquer une détresse psychologique. Donc, on peut aussi se questionner sur cette utilisation de ce ressort-là. Mais c'est vrai que oui, c'est la seule qui est écrite par une femme, mais en même temps, oui, elle a des problèmes psy, donc elle n'est pas non plus dénuée de soucis. mais oui, voilà. Mais on parlait juste avant la chronique de représentation, justement, et
Une des choses, moi, qui m'ont personnellement marqué et un élément très important dans les représentations sur le petit écran notamment, c'est la représentation des corps. Il y a plusieurs personnages. Je pense à Anna dans Girls, à Mindy dans The Mindy Project et un peu plus tard dans Rebecca Bunch dans Crazy Ex-Girlfriend, qui ont notamment en commun de ne pas vraiment faire un 34-36 comme Monica et Rachel dans Friends, ce qui a été longtemps l'absolue norme en matière de physique pour les protagonistes féminins à la télé. Alors évidemment, qu'on soit clair, on parle pas de grossophobie ici, c'est un terme qui est abordé par d'autres excellentes séries, mais là c'est juste des femmes qui font un 40, 42, et on rappelle qu'une femme en France en moyenne fait 1m64 et 67 kilos, pour rappeler aussi la norme, et surtout ces femmes comme Mindy par exemple, elles estiment qu'elles ont droit à la même vie romantique que les héroïnes hollywoodiennes grandes, belles et parfaitement foutues. Pourquoi c'est important selon vous de voir ces corps-là aussi ? En tout cas, moi, je sais que ça a été des personnages extrêmement importants pour moi, que à chaque fois, ça a été une vraie révolution de les voir à l'écran, tout simplement, de les voir exister. Anna Horvath, ce qui est fou, c'est que quand on revoit Girls aujourd'hui et qu'on voit Lena Dunham dans le pilote, on se dit mais pourquoi il y a eu autant d'articles sur le fait qu'elle était trop grosse et qu'elle ne devrait surtout pas se montrer dénudée, alors qu'on nous dit dans le pilote qu'elle fait 66 kilos, effectivement, donc elle est parfaitement dans la moyenne. Et que ces trois héroïnes, au final, elles sont rondouillettes, mais c'est déjà énorme pour la télé qui nous montre effectivement souvent un idéal féminin qui s'éloigne beaucoup de ça, avec des actrices très, 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 très minces. Et oui, en fait, c'est extrêmement important parce que pour moi, l'idée même qu'on se fait de la beauté, elle est impactée par les images et je m'en suis rendu compte notamment grâce à ces actrices et ces personnages, mais aussi des mannequins que j'ai vus de plus en plus sur Instagram. En fait, ça permet de recalibrer totalement son regard parce qu'évidemment, quand on ne l'a jamais vu, on peut être dérangé par ces représentations-là, et ça a été le cas de plein d'hommes et de femmes qui disaient « Oh là là, mais c'est dégoûtant, je veux pas voir ça parce que je l'ai jamais vu. » Mais en fait, ces femmes-là, elles existent, elles sont partout, et elles sont très belles, et juste les voir présentées comme d'autres héroïnes de séries normales qui ont des petits amis qui sont hyper beaux gosses, qui sont très bien habillés comme Mindy par exemple dans The Mindy Project qui est une icône de mode. En fait ça montre que toutes ces choses-là, l'amour, la beauté, les belles fringues, c'est pas réservé qu'aux minces. Et honnêtement c'est encore aujourd'hui très 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 rare à la télé, donc elles sont très importantes pour ça quoi. Oui, elles ont ouvert un champ. Enfin, le fait est qu'on en voit aussi de plus en plus, même si ça va doucement, mais... Oui, c'est ça, et on voit aussi de plus en plus de personnages féminins qui sont pas ramenés uniquement à leur poids. Et ça aussi, c'est important, parce que, en fait, quand on voit un personnage de femme grosse dans le pilote de This Is Us, Kate qui se pèse, en fait, c'est la première chose qu'on voit d'elle, c'est aussi un petit peu dommage, et après, heureusement, c'est un personnage qui a été développé un petit peu plus, et c'est bien de voir des personnages qui juste font du 42, du 46, du 50 et qui se préoccupent pas toute la journée de leur poids quoi. J'ai voulu te ressembler, puis je t'ai détesté. Tu pourrais nous raconter l'enfant que j'ai été. Mon cœur qui débordait de mots que je chantais déjà, sans savoir ce que la vie m'offrirait, sans y croire. Mais déjà je l'espérais dans mes rêves.
je chantais déjà sans savoir ce que la vie m'offrirait, sans y croire, mais déjà je l'espérais dans mes C'était la douce et merveilleuse voix de l'artiste Pomme et sa chanson Dans mes rêves, issue de son dernier album Consolation. Petit éloge des anti-héroïnes de série, c'est le titre du livre que vous venez de publier, Marie Telling et Anaïs Bordage aux éditions Les Pérégrines. En quoi ces anti-héroïnes, que ce soit les mères indignes, les revêches ou tant d'autres, sont aujourd'hui des figures très importantes du féminisme ? Je pense que la pop culture a toujours été importante dans ses applications réelles et notamment dans des mouvements de mobilisation. On peut se saisir de modèles en fait fictifs parce que justement c'est des héroïnes qui vont nous galvaniser et donc on va vouloir les brandir un peu en étendard. Donc je pense que ne serait-ce que pour ça, c'est important. Et après, pour la diffusion lente du féminisme dans les esprits, et comme le disait très bien Marie tout à l'heure, le fait que ressentir de l'empathie pour ces personnages-là, s'identifier avec ces personnages-là, savoir qu'ils existent et qu'ils représentent une réalité aussi parfois, ça permet d'avoir une vision plus complexe et plus intéressante des femmes dans leur globalité. Et donc ça, je pense que c'est aussi important pour la société en dehors des séries, quoi. Tout à fait. Un sacré repère d'anti-héroïne, c'est Wisteria Lane, la rue de banlieue pavillonnaire de Desperate Housewives. Je pense pouvoir dire qu'on y trouve pas mal de tropes, de clichés en matière d'écriture de personnages. Vous parlez notamment de Gabrielle Solis et Brie Van de Kamp, incarnées par Eva Longoria et Marcia Cross. Deux femmes qui sont aux antipodes l'une de l'autre, la superficielle et la coincée. Et deux femmes qui sont aussi plus que ce qu'elles laissent voir au premier abord. Qu'est-ce qui les rend intéressantes, toutes les deux ? Alors, ce qui est intéressant avec Desperate Housewives, c'est que c'est le propos de la série est de déconstruire et de s'intéresser à un cliché. C'est le cliché de la femme au foyer désespérée, et même c'est le cliché de la femme au foyer modèle, mais qui en fait est désespérée. Et donc tout le propos de la série, c'est de prendre des images d'Épinal et de montrer un peu toute la réalité beaucoup plus complexe et parfois tragique derrière. Quelqu'un comme Brie, ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est l'image de la mère parfaite pour toute la rue de Wisteria Lane. Elle fait tout bien, mais en fait sa famille ne la supporte pas. Moi, ce que j'aime bien chez Brie, c'est qu'elle est assez elle est fun, elle est complexe, elle est marrante parce qu'elle reste coincée jusqu'au bout et elle reste... c'est une républicaine. Hein. Aujourd'hui, je pense que si on faisait la série, ça passerait un peu moins bien parce que ce serait une Trumpiste, à mon avis. Mais elle a un côté où justement, c'est délicieux à regarder parce que elle assume totalement son côté coincé et hyper strict sur certaines règles qui lui importent énormément, mais en même temps au fil de la série elle va se découvrir elle-même, elle va découvrir sa sexualité. Après on a quelqu'un comme Gabi qui elle est plus qui est très superficielle, qui doit payer de sa superficialité à de nombreuses reprises dans la série parce qu'elle doit prouver encore et encore qu'elle n'est pas si superficielle que ça, qu'elle peut soutenir son homme et sa famille. Alors que moi, Gabi, en fait, je la vois un peu différemment, c'est-à-dire que quand on connaît son histoire, on la découvre au fil des saisons, c'est quand même une jeune femme qui a été violée dans son enfance par son beau-père. Après la mort de son père, qu'elle a vu mourir sous ses yeux à l'âge de 4 ans, elle a fui le foyer familial parce que sa mère ne la croyait pas, et elle s'est retrouvée adolescente dans les rues de New York à devoir être mannequin pour
subvenir à ses besoins. Donc pour moi, en fait, qu'elle ait envie de se complaire dans un confort et de faire les boutiques et de ne penser qu'à sa tronche, elle a un peu le droit de le faire et je pense qu'elle n'a pas besoin de payer encore et encore pour prouver sa profondeur. Mais c'est vrai que c'est deux personnages très fun à regarder, en fait. C'est surtout ça dans Desperate Housewives, hein, tout simplement. Oui, et dont l'évolution aussi est intéressante. Enfin, voilà, c'est aussi. Oui, c'est toujours c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est-à-dire que c'est ça, c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'anti-héroïnes à la télé, c'est-à-dire que c'est un média qui, dans sa nature même, déjà relève de l'intime, c'est-à-dire c'est dans notre foyer, on ne sort pas de chez nous pour le voir, on va pas au ciné, c'est chez nous, c'est un média en plus qui est très féminin parce que c'était un média de femmes au foyer à la base, et c'est des séries qui durent sur plusieurs années. Et donc, on suit une héroïne au fur et à mesure. On évolue nous-mêmes dans notre vie alors qu'elle évolue dans sa vie. Et c'est pareil pour les héros. Et on va voir ses rebondissements et ses changements de vie. Et évidemment, les scénaristes vont écrire plein d'évolutions parce que sinon, c'est pas intéressant. Mais il y a un lien émotionnel qui se crée avec les personnages et c'est naturel. Après Desperate Housewives, on a la Crazy Ex-Girlfriend, un autre trope, et une série qu'on a toutes les deux beaucoup aimée. C'est la série musicale de Rachel Bloom. Le titre en lui-même est un trope, c'est l'ex folle. Donc voilà, je donne le pitch pour ceux qui ne connaîtraient pas. Rebecca, avocate surbrillante à New York, croise un jour son ancien amoureux de colonie de vacances, Josh, et décide de le suivre dans sa ville natale, West Covina, une petite bourgade en Californie. Une décision qui est objectivement pas très rationnelle et qui va changer sa vie. Rebecca est obnubilée par son ex, elle est même assez flippante en vrai. Comment cette série raconte-t-elle, pour vous, l'obsession amoureuse ? D'une manière extrêmement intelligente. Il y a même une chanson qui est consacrée à l'obsession amoureuse. En fait, les chansons de la série vont déconstruire beaucoup de ces tropes et de ces clichés qui sont souvent sexistes, puisque c'est vrai qu'on parle moins de l'obsession amoureuse des hommes envers les femmes, alors que la série en parle aussi, et parle aussi d'à quel point c'est flippant, voire parfois très violent. Et en fait, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle commence comme une série romantique, et puis plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas tant une série sur l'amour qu'une série sur la santé mentale. On aurait pu s'en douter dès le début parce qu'il y avait des petits signes, mais la série est très maligne pour avancer lentement là-dessus. Et donc, on comprend que Rebecca, c'est juste quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale et qui peut être soignée. Et en fait, c'est ça qui lui donne notamment des comportements obsessionnels, ce qui est encore très peu traité à la télévision ou traité sans cliché. C'est vrai qu'on l'a pas souvent vu. Et là, en fait, la série à la fois s'amuse des clichés, parfois les récupère pour en tirer certaines blagues, mais montre aussi pourquoi ils peuvent être nocifs et pourquoi il faut les déconstruire. Donc c'est juste une série géniale. Je ne peux que vous la recommander. Alors c'est bien de créer des anti-héroïnes, des femmes qui peuvent être méchantes, donc psychopathes, égoïstes, individualistes, sans compassion. Encore faut-il bien les écrire et c'est pas toujours réussi, hein. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Parfois, on pense à Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, dont la chute a été complètement bâclée, ou Jenny Schechter dans Hellworld, Villanelle encore dans Killing Eve, là aussi c'était un peu raté. Est-ce que parler de leur fin en fait aussi, de leur destin final. de leur fin et du sort qui leur a été réservé par les scénaristes. Est-ce que ce sont des personnages qui ont été trahis par leurs scénaristes ? Trahis, je sais pas, dans le sens où c'était peut-être pas sans doute intentionnel, mais qui ont été délaissés, je pense complètement. Jenny, c'est un cas à part. Elle est vraiment Jenny de The L Word. C'est une folle furieuse et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Mais c'est vrai que Daenerys, oui, en fait, c'est peut-être pas un hasard que ces exemples cités soient souvent des personnages de femmes à la fois folles et ou psychopathes. En gros, qui sont complètement sanguinaires et qui auraient pu avoir beaucoup plus de subtilité et de profondeur, mais qu'on abandonne un peu à la dernière minute. Oui, ça, je pense que malheureusement, ça prouve qu'il y a encore des progrès à faire. Et nous, on arrive quand même à trouver quelque chose dans ces personnages-là parce qu'ils sont fun et parce qu'on voit ce qui aurait pu exister si leur fin avait été réussie aussi. Mais ça montre que même certaines anti-héroïnes n'ont pas trop réussi jusqu'au bout, quoi.
Et en parlant d'écriture, vous avez d'ailleurs cité au début de la série, de l'émission, Skyler White, la femme de Walter White dans Breaking Bad. Alors c'est une série, pour tout vous dire, que ni Pauline ni moi n'avons vue, ou quasi pas, mais on souhaitait en parler à cause de la véritable haine que Skyler a suscitée chez les fans de la série. C'est un phénomène qui était viral et massif. Je pense que parfois, même si on connaît assez mal Breaking Bad, on peut en avoir entendu parler. Qu'est-ce qu'on trouve, en fait, quand on tape le nom de Skyler dans Reddit ? Que c'est une castratrice. C'est le titre de notre chapitre sur elle. Qu'elle empêche, en fait, Walter White, son mari, d'accomplir son destin, qui est de dealer. Voilà, de dealer de la drogue et de tuer des gens. Mais en fait, c'est clairement Walter White qui est le héros ou l'anti-héros, le point de focus de la série. Et donc, il fait partie de ces anti-héros emblématiques qu'on adore regarder, même quand il se comporte mal. Et donc, elle, en tant que femme de Walter, qui essaye de lui dire... Attention, peut-être ne fais pas de la drogue et ne tue pas des gens. Elle est mal vue par une partie du public qui considère qu'elle devrait rester à sa place et qu'elle ne devrait pas empêcher son homme de faire ce que lui aime bien faire et surtout ce qui divertit le public. Et donc, il y a une espèce de fossé entre la manière dont les personnages sont écrits, parce que Walter est quand même écrit comme une personne toxique et elle est écrite comme, honnêtement, souvent une héroïne qui lui dit un peu ses cas de vérité. Mais la manière dont ils sont perçus, ces personnages-là, par le public, en tout cas une partie du public qui est souvent assez masculiniste, qui ne supporte pas qu'une femme puisse être en colère contre les agissements de son mari, qu'elle puisse se rebeller, qu'elle puisse parfois le tromper parce qu'elle en peut plus de vivre dans cette relation avec lui. Juste pour eux, c'est intolérable et ça vient gâcher leur fun, le plaisir qu'ils ont à regarder cette série. Donc oui, on voulait aussi vraiment parler de pas seulement les personnages, mais aussi la manière dont ils sont perçus. Et c'est vrai qu'en revoyant Breaking Bad pour écrire ce chapitre, on s'est rendu compte que en fait, c'est vraiment une héroïne et on comprend pas pourquoi tout le monde la déteste, parce qu'elle est vraiment cool. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont les scénaristes ont fini par s'emparer aussi, ce qu'elle a suscité chez le public. Oui, en fait, au début, on sent que même la série n'y prête pas trop attention et fait parfois des blagues à ses dépens. C'est-à-dire que Walter se comporte de manière extrêmement toxique et abusive avec elle dans des scènes qui sont plutôt jouées sur un ton comique. Et son désespoir à elle est censé faire rire le spectateur. Et en fait, effectivement, plus la série progresse, plus la toxicité aussi de Walter est amplifiée. Et plus elle, effectivement, se rebelle. Et il y a des monologues qui semblent être presque adressés aux téléspectateurs qui disent voilà, il faut bien que moi je protège la famille de l'homme qui est censé protéger la famille ou qui prétend protéger la famille, mais je sais que quoi que je fasse, ce sera toujours toi qui auras le beau rôle et ce sera toujours moi, la connasse qui donne son opinion et qui vient un peu casser le fun de tout le monde. Donc oui, on sent à travers ces moments-là que les scénaristes eux-mêmes ont compris qu'ils tenaient quelque chose avec Skyler d'un petit peu plus intéressant. Et dans le temps qui nous reste, on aimerait parler d'une série que nous deux, on a adorée, je pense, Arabella, l'héroïne de la géniale série de Michaela Coel, Un May Destroy You, qui a reçu l'Emmy du meilleur scénario en 2021. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui comprend à la suite d'une nuit de fête dont elle ne garde que des flashs qu'elle a été violée, et c'est surtout l'histoire de sa reconstruction. Arabella, elle est solaire, elle est brillante, elle est très sympa, elle ressemble davantage à une héroïne. Pourquoi avoir choisi d'en parler dans un ouvrage consacré aux anti-héroïnes ? C'est marrant parce qu'au début, elle n'était pas forcément dans notre liste pour cette raison, parce qu'elle est profondément sympathique, mais en même temps, ce que fait Michaela Coel, c'est que elle décrit justement une femme qui est une femme complexe, dans le sens où c'est un personnage entier, qui a des qualités et qui a des défauts, qui peut parfois, dans la façon dont elle gère son traumatisme, partir dans des extrêmes où elle va partir elle va vriller et être sur les réseaux sociaux, ignorer ses amis ou des choses comme ça. Et en fait, pourquoi on l'a inclus ? C'est parce que
une victime doit être parfaite dans l'idée des gens. Une victime, pour être crédible et pour qu'on ait envie de l'écouter, il faut qu'elle soit irréprochable sur tous les points. Et Arabella n'est pas irréprochable sur tous les points. Elle n'est pas non plus... on ne peut pas la blâmer de quoi que ce soit, mais c'est un vrai personnage qui est... entier, comme je disais. Et en fait, c'est un chapitre qu'on a fait où on l'a construit aussi avec Laura Palmer de Twin Peaks, qui, elle, a l'image de cette victime parfaite aussi, qui est, en plus, dans I May Destroy You, Arabella, Michaela Cole est noire, britannique. C'est aussi une représentation qu'on voit rarement encore, trop rarement à la télé. On l'a bâti donc aussi en parallèle avec Laura Palmer de Twin Peaks, qui, elle, est l'image, quand on voit les documentaires de true crime ou des choses comme ça, c'est l'image de la victime idéale, c'est-à-dire que c'est la reine du lycée, elle est blonde, elle est populaire, elle a l'air parfaite en tout point, elle fait des associations caritatives, des choses comme ça, et en fait, après son meurtre, on se rend compte que la réalité était bien plus complexe que ça, et la série déconstruit vraiment ce cliché et cet idéal. I May Destroy You fait ça aussi, mais d'une façon très différente et des années plus tard, et d'un point de vue féminin aussi, puisque la créatrice est une femme. Oui, en fait, on a rajouté ces personnages-là et ce chapitre-là parce que, avec ces catégorisations de femmes pour nos chapitres, on voulait s'attaquer à chaque fois à des exigences que la société a envers les femmes. Et en fait, ça nous semblait un peu étrange de ne pas mentionner la culture du viol dans ce livre, parce que ça fait partie des poids les plus importants qui pèsent sur les femmes encore aujourd'hui. Et aussi, dans les séries, on retrouve cette culture du viol. Et donc, c'était très important, même si c'est sûr que Arabella est beaucoup plus sympathique que d'autres personnages du livre. En fait, la représentation du viol et de la culture du viol dans la série est tellement complexe et tellement moins manichéenne et binaire que ce qu'on avait pu voir auparavant à la télévision, que ça nous paraissait impossible de ne pas la mentionner dans le livre, parce que tout le propos, c'était de montrer la complexité de la féminité, mais aussi la complexité de ce qu'on se prend en fait dans la tronche quand on est une femme, et ce avec quoi on doit composer en permanence, et Arabella, elle illustre très bien ça. Alors pour clore cette interview, on aimerait beaucoup savoir quelles sont les anti-héroïnes qui vous font vibrer actuellement à la télévision. Qui veut commencer ? Alors moi, je pense on la mentionne dans le livre, c'est d'ailleurs, je crois, la seule qui est dans une série qui est encore en cours dans le livre. C'est Shiv Roy, qui est la fille de famille de succession, qu'on a mis dans les traîtresses parce que c'est une pseudo-féministe qui en fait n'est pas du tout féministe, mais qui utilise le féminisme comme qui brandit son étendard de féministe pour se protéger, alors que dès qu'elle peut trahir une femme pour avancer sa cause et la cause de sa famille et de son père, elle le fait volontiers. Donc je l'aime beaucoup parce que le personnage est très très bien écrit, bien joué par Sarah Snook, et c'est assez jouissif à regarder, et en plus ça capture quand même quelque chose d'assez précis dans notre réalité aujourd'hui. Et je pense aussi aux anti-héroïnes de Yellow Jackets, qui est une super série remplie pour le coup de personnages féminins. C'est sur une équipe de foot dans les années 90, de foot féminine de lycéennes qui leur avion s'écrase au milieu de la nature et elles doivent survivre et elles vont avoir recours au cannibalisme. Et on voit aussi leur vie après des survivantes, celles qui ont survécu des années après. Et en fait, c'est toutes des anti-héroïnes. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des séries où tous les personnages féminins sont des personnages d'anti-héroïnes, des personnages féminins complexes, et c'est assez réjouissant. Moi, il y en a une à laquelle je pense, c'est Harper dans la série Industrie, qui est diffusée sur OCS et HBO aux États-Unis. C'est une jeune banquière américaine qui travaille dans une banque à Londres, une banque d'investissement, et qui ressemble vraiment à aucun autre personnage féminin que j'avais vu auparavant. Elle est parfois assez revêche, assez désagréable. Elle est extrêmement ambitieuse. Et elle est prête à tout pour justement avancer dans son boulot, y compris soutenir son mentor qui a été accusé de harcèlement, y compris manipuler tout le monde, mentir à tout le monde. C'est aussi un personnage féminin qui a
un désir sexuel très vorace, qui recoupe en fait plein de catégories qu'on aborde dans le livre parce qu'elle est carriériste. Elle pourrait être considérée comme une traînée par certains. Elle sort totalement des codes de la banque dans laquelle elle travaille parce qu'elle est tatouée, elle a des piercings et juste, elle est assez imprévisible comme personnage. Et d'ailleurs, elle ressemble un peu à Don Draper, qui est un anti-héros masculin. Donc, pour moi, ça prouve que justement, c'est bien qu'il y ait plus de femmes comme ça qui ressemblent aux anti-héros masculins qu'on a connus il y a quelques années, parce qu'elles aussi, elles ont le droit d'être absolument atroces comme collègues. Du coup, on est sur le bon chemin. C'est ça. Merci beaucoup Anaïs Bordage et Marie Telling d'être venues nous parler des anti-héroïnes du petit écran. Ça donne plein d'idées de séries à regarder. Et surtout, on a hâte de découvrir les personnages féminins que les créateurs et créatrices nous préparent pour les séries du futur. La matière d'un autre livre au moins. Par ailleurs, précisons pour les flippés du spoiler que vous avertissez les lectrices à l'aide d'un petit signal dans la marge du bouquin. Donc pas d'excuses pour ne pas le lire. Ça s'appelle donc Petit éloge des anti-héroïnes de série aux éditions Les Pérégrines et c'est en librairie depuis le 6 octobre. Et alors on peut aussi vous lire sur les internets et vous écouter toutes les deux dans le podcast Amis où vous découvrez ensemble des séries cultes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez bien Radio Campus Paris, c'est On se lève et on se casse, votre nouvelle émission féministe. C'est maintenant l'heure de notre deuxième chronique avec Pauline. Pauline sera notre chroniqueuse santé et elle s'intéressera à la santé des femmes. Aujourd'hui, c'est la santé des femmes au travail qu'elle a décidé de traiter. Salut Pauline. Bonjour Pauline, bonjour Mao. Alors je sais pas si vous connaissez le compte Twitter Silence des ouvriers meurent, qui recense les morts au travail parce que c'est un compte dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui montre que non, en 2022, le travail, c'est pas quelque chose d'anodin et surtout, c'est pas quelque chose de sans danger. Parce que quand dans les médias, on parle d'accidents du travail, il y a un chiffre qui ressort, c'est celui de 15%. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'entre 2021 et 2016, les accidents du travail ont diminué de 15%. Alors, ok, c'est super, a priori, c'est une bonne nouvelle. Sauf que quand on regarde de plus près, les chiffres cachent en fait de grandes disparités entre les genres. Parce que si les accidents du travail qui concernent les hommes ont diminué de 29%, les accidents qui concernent les femmes, eux, ont augmenté de 30%. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, les femmes sont particulièrement exposées à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc ce sont par exemple des tendinites au poignet, des maux de dos, et c'est particulièrement les caissières ou le personnel soignant qui va être concerné. Autre cause, les horaires dits atypiques. Les femmes, et surtout les moins qualifiées, comme les femmes de ménage par exemple, elles vont être nombreuses à exercer soit de nuit, soit tôt le matin, soit très tard le soir. Et le problème de travailler à des moments de la journée où on est censé se reposer, en fait, c'est que ça accroît le risque d'accidents cardiovasculaires ou de dépression. Enfin, le dernier facteur aggravant, il touche à la question de la santé mentale. Les femmes sont nombreuses à exercer des métiers qu'on appelle les métiers du care, c'est-à-dire les métiers où on prend soin de l'autre, où on fait preuve d'empathie, comme les auxiliaires de vie ou les infirmières. Bref, tout ça, ça nécessite d'être à l'écoute, d'être bienveillante en permanence, et ça accroît nettement les risques psychosociaux. Donc tout ça, ça fait que les femmes sont particulièrement exposées aux accidents du travail, sans que pourtant ce soit vraiment rentré dans les imaginaires. Quand on pense à la pénibilité du travail, on pense à des mecs qui soulèvent des parpaings, qui coupent des troncs d'arbres, mais on pense pas forcément à la caissière qui va répéter 1000 fois par jour le même mouvement, pas non plus à l'aide-soignante qui va devoir soulever son patient pour lui faire sa toilette. Et le gros point noir, c'est que c'est un système qui s'auto-alimente. Quand on pense que les métiers exercés par des femmes sont peu dangereux, du coup, on fait peu de prévention, on se dit que c'est pas nécessaire, et conséquence, ça les rend encore plus dangereux. Alors que les accidents du travail en général soient de moins en moins nombreux, c'est formidable, c'est une bonne nouvelle, mais il s'agirait aussi de regarder pour qui, parce que sinon ça risque d'être, comme d'habitude, les femmes, et a fortiori les femmes les plus pauvres, qui risquent d'être les plus fragilisées. Merci beaucoup Pauline. C'est l'heure de la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette première émission de réflexion autour du féminisme. Merci encore à vous, Marie Telling et Anaïs Bordage, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Je rappelle que votre ouvrage Petit éloge des anti-héroïnes de série est paru aux éditions Les Pérégrines depuis le 6 octobre, dispo dans toutes les bonnes librairies.
Et merci aussi bien sûr à Mao, ma co-intervieweuse. Merci à toi Pauline. Et merci à nos chroniqueuses, Pauline et Flo, pour ces premières chroniques. Et merci enfin à Margot, notre réal d'amour. Merci Margot. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. À bientôt tout le monde.